Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce vendredi 25 juillet à venir juste après les titres. La population civile à Gaza, épuisée par les affres de l'agression militaire et la famine au 658e jour du génocide sioniste. Plus de 20 martyrs signalés depuis les premières heures de la journée. Affamée de force, une population de 2 millions de civils, c'est l'œuvre criminelle à laquelle s'adonne l'entité sioniste depuis plusieurs semaines, au mépris de tout l'arsenal juridique international. 122 martyrs au total, dont 88 enfants, sont à déplorer sous les griffes de la famine imposée. La secrétaire d'État algérienne auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, représente le président Abdelmadjid Tebboune au 6e sommet du comité C10 de l'Union africaine. Alger plaide pour le droit légitime de l'Afrique à une représentation juste et permanente au sein du Conseil de sécurité. Négociations entre l'Iran et les représentants de la Troïka européenne dans le dossier du nucléaire iranien. Téhéran rejette la proposition de prolonger une résolution de l'ONU ratifiant l'accord de 2015. Madame, monsieur, bonsoir. 658e jour de génocide sioniste dans la bande de Gaza. Pendant que les bombardements se poursuivent, la population civile fait l'objet d'une crise humanitaire sans précédent, soumise à une véritable guerre de la faim et qui fait des ravages parmi les enfants et les femmes particulièrement. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, pas moins de 89 martyrs et 467 blessés ont été recensés par les hôpitaux de Gaza. Le bilan global de l'agression génocidaire sioniste s'élève en ce vendredi 25 juillet à 59 676 martyrs et 143 965 blessés, et ce depuis le 7 octobre 2023. Et plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce vendredi dans de nouveaux bombardements de l'armée sioniste visant plusieurs zones de la bande de Gaza. Parmi eux, 3 Palestiniens tués dans des bombardements ciblant la région d'El Soudaniya au nord-ouest de la bande de Gaza. 3 autres ont été tués dans une attaque de drone ciblant un groupe de civils près de la mosquée Salah ad-Din à Hay Zaytoun au sud-est de la bande de Gaza. Dans le même temps, 4 Palestiniens sont également tombés en martyrs dans des attaques des forces d'occupation visant le quartier d'El Maslakh et les quartiers de Zaytoun, Choujaï et Toufah, respectivement au sud, à l'est de la ville de Gaza. Et ces images insoutenables d'un horrible massacre commis par les forces sionistes au niveau de l'école égyptienne, abritant des centaines de déplacés palestiniens à Hay Rimal. Un massacre qui a fait au moins 4 martyrs, des dizaines de blessés. Et cela fait maintenant plusieurs semaines, voire des mois, que la population palestinienne de Gaza est affamée par la force et sans aucune pitié. Ni le droit, ni les pressions internationales ne dissuadent l'entité sioniste de stopper le blocus humanitaire dans l'enclave palestinienne. Des millions de femmes et d'enfants décharnés tentent de survivre à l'horreur. Le nombre de martyrs tombés sous l'effet de la famine imposée par l'entité sioniste s'élève désormais à 122, dont 83 enfants. Dans une scène déchirante qui illustre la profondeur de la tragédie humaine à Gaza, une foule immense s'est massée devant une soupe populaire. Des visages creusés par la faim, des regards vides et épuisés, des enfants serrés contre leur mère, tous tendent les bras agitant des casseroles vides dans l'espoir d'une simple portion de nourriture. Je viens à la soupe populaire parce qu'il n'y a ni farine ni riz. Je jure que je n'ai pas un seul pain à la maison. Je jure que je n'ai pas un seul grain de riz. Je jure que je n'ai pas un seul grain de lentilles. Si j'avais eu un grain de lentilles, je ne serais pas venue à la soupe populaire.
Si seulement je recevais de la nourriture, j'implore les frères de me servir. Quelqu'un m'a gentiment servi. Cette file de Palestiniens affamés attendant désespérément sous un soleil brûlant espère retrouver de quoi manger. Trouver à manger est devenu très difficile quand je pars, nos enfants s'évanouissent à la maison. Cela fait 2 jours que moi, adulte, je ne peux plus bouger. Nous, adultes, avons les enfants, avons maintenant envie de manger un morceau. Le silence est lourd, les visages de ces enfants révèlent toute l'ampleur de la détresse à Gaza. Toute notre vie est une souffrance. Sous la tente, il y a des mouches, des petits insectes, et l'espace est petit. C'est autre chose. Je fais partie de ceux qui ont été brûlés un jour sous la tente par le feu. Et toute notre vie se déroule sous la tente, c'est notre vie. Si un enfant tombe malade, il contamine son frère. Les images parlent d'elles-mêmes. La situation humanitaire à Gaza est plus que dramatique. Les Palestiniens meurent de faim tandis que la communauté internationale tarde à agir pour mettre fin au génocide sioniste dans l'enclave. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier que son pays allait reconnaître prochainement l'État de Palestine. Une déclaration qui suscite beaucoup de questions en France et en dehors, tant les contradictions de la position française sont palpables, à commencer par une prise de position relativement faible et à minima autour du génocide à Gaza. J'ai dit au président que s'il continuait de faire son chemin, nous ferions le nôtre. Au-delà des déclarations morales et des effets d'annonce, la prochaine reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron s'inscrit dans un jeu diplomatique où les véritables enjeux stratégiques sont largement occultés. Sous le vernis d'un geste humaniste attendu lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain, ce n'est ni un sursaut éthique, ni un réel revirement de la politique française qui se profile, mais plutôt une continuité dans la posture traditionnelle post-coloniale. Macron, héritier de fait des accords de Saxe-Picot, semble davantage vouloir préserver les intérêts géopolitiques hexagonaux qu'entamer une véritable rupture avec l'ordre mondial fondé sur l'impérialisme occidental. Face à une opinion publique française de plus en plus sensible aux injustices internationales et alors que la montée de l'extrême droite et la crise sociale fragilisent son pouvoir, Macron s'efforce de jouer une carte diplomatique audacieuse. La communauté internationale doit donc être au rendez-vous. Ce geste vise notamment à séduire une partie des milieux intellectuels critiques et des classes moyennes urbaines tout en envoyant un signal à une jeunesse des banlieues largement ancrée dans une pensée anticoloniale, sans toutefois remettre en cause les fondements de sa politique sécuritaire et migratoire. Par ailleurs, la reconnaissance anticipée de la Palestine constitue une stratégie politique destinée à fragiliser la gauche radicale, notamment la France insoumise qui depuis longtemps fait de ce combat un marqueur fondamental. C'est une situation totalement inattendue. En devançant ses forces, Macron cherche à capter symboliquement un terrain politique tout en poursuivant une feuille de route néolibérale et un alignement tactique sur les grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis. Sur le plan international, ce geste intervient alors que la France voit son influence diminuer dans le sud global, notamment en Afrique où la contestation populaire contre la présence militaire française se durcit. La reconnaissance de la Palestine est donc aussi un moyen pour Paris de tenter un rééquilibrage symbolique de sa diplomatie face aux rivalités internationales et peut-être même un camp occidental de plus en plus divisé. Pourtant, cette posture est profondément contradictoire. Alors même qu'elle affiche un soutien officiel à la cause palestinienne, la France demeure un fournisseur d'armement à l'entité sioniste et n'a jamais conditionné ses relations bilatérales à la fin de l'agression génocidaire et à la politique coloniale en Cisjordanie, ni condamné clairement l'épuration ethnique perpétrée depuis octobre 2023 à Gaza. En somme, la reconnaissance de la Palestine par Macron s'apparente avant tout à un geste calculé destiné à préserver son influence diplomatique vacillante, tout en évitant un véritable affrontement avec les logiques impérialistes et coloniales qu'incarne la politique française actuelle.
Allez, pour un éclairage dans ce dossier, nous rejoint en direct depuis Genève, Riyad Sidaoui. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Monsieur, bonsoir. Beaucoup de zones d'ombre accompagnent cette annonce qui intervient relativement tard, alors que l'agression génocidaire à Gaza fait des ravages, nous le disions donc. Serait-ce une diversion à caractère politicien ou une prise de conscience de la part d'Emmanuel Macron, selon vous? Merci. Tout d'abord, votre excellent reportage a tout résumé. La France est le 148e État qui reconnaît l'État de Palestine, 148e. La France a toujours soutenu l'entité sioniste. Rappelons-le, c'est la France qui a armé avec la Grande-Bretagne et l'entité sioniste depuis sa création en 1948. Les années 50, 60, même les sites nucléaires et la bombe atomique israélienne, c'est grâce à la France. Donc aujourd'hui, comme votre reportage l'a bien signalé, Emmanuel Macron se trouve marginalisé par les intellectuels français qui ont pris une position courageuse et surtout le parti de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc, il se trouve seul. Mais la position de la France est très très loin d'autres positions européennes qui sont beaucoup plus courageuses, directes, surtout vis-à-vis du génocide à Gaza. Je parle notamment, et je salue le gouvernement irlandais, l'Irlande, espagnol et de Malte. Donc, ce sont des gouvernements qui ont condamné fermement le génocide à Gaza, qui ont interdit la Slovénie également, professeur. Oui, absolument, la Slovénie aussi. Donc, ils ont pris des positions courageuses, mais la position de Emmanuel Macron, un peu tardive, et en plus, il n'a pas sanctionné l'entité sioniste. Il n'a pas sanctionné, il fournit toujours d'armes à l'entité sioniste. Oui. Donc, sa position, c'est plutôt, à mon avis, de calmer les milieux de gauche et les milieux intellectuels français farouchement opposés à l'entité sioniste. Merci, professeur Sidaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du centre CARAPS à Genève, d'où vous étiez en direct avec nous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, les provocations de la France, justement, à l'égard de l'Algérie ne faiblissent pas. Des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie ont été empêchés d'accéder aux zones réservées des aéroports parisiens sans la moindre notification officielle, comme le veulent les règles élémentaires et la pratique diplomatique. Cette mesure constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de la mission diplomatique algérienne en France. Énième provocation de la France vis-à-vis de l'Algérie. Jeudi, une mesure prise par le ministère français de l'Intérieur pour entraver l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien déclare avoir pris connaissance avec étonnement de la mesure en question. Alger réagit immédiatement et reçoit le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie, des clarifications à l'issue desquelles l'on apprend que Paris a encore une fois agi dans le dos d'Alger. Les démarches entreprises tant à Alger qu'à Paris ont permis d'établir que la dite mesure a été prise par le ministère français de l'Intérieur, à l'insu du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans l'opacité totale et sans la moindre notification officielle comme le veulent les règles élémentaires de la pratique diplomatique. Cette mesure constitue une grave atteinte au bon fonctionnement de la mission diplomatique algérienne en France, ainsi qu'une violation manifeste des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en particulier son article 27, alinéa 7. Cette disposition consacre explicitement en effet le droit reconnu à toute mission diplomatique d'envoyer un de ses membres accrédités pour prendre livraison directement et librement de la valise diplomatique auprès du commandant de l'aéronef. Face à cette situation, l'Algérie décide d'appliquer avec rigueur et sans délai le principe de la réciprocité et se réserve également le droit de recourir à toutes les voies légales appropriées, y compris
La saisine des Nations Unies apprend dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères afin de faire valoir ses droits et d'assurer la protection de sa mission diplomatique en France. Allez, point lecture de plus dans ce dossier. J'accueille maintenant Saad Ladani, député des Algériens de France. Monsieur, bonsoir. Comment interpréter cette démarche hostile de la part du pouvoir français qui multiplie les manœuvres visant essentiellement à rendre toxique tout climat politique avec l'Algérie en s'attaquant cette fois-ci au personnel diplomatique accrédité et dont l'activité est pourtant régie par les dispositions de la Convention de Genève? Bonjour, merci pour l'invitation. Et tout d'abord, je tiens à saluer la libération du grand militant international Georges Ibrahim Abdallah, qui symbolise le combat contre la liberté, contre l'injustice et pour la liberté des peuples. Deuxièmement, on est véritablement tous surpris par l'attitude du gouvernement français exprimée par le biais du ministre de l'Intérieur. On va dire qu'il y a une sorte de cacophonie à l'intérieur du gouvernement français. Cette attitude va évoluer dans la lignée on va dire, de l'extrême droite qui est actuellement en train de détruire toute tentative de normalisation des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Le président Abdelmadjid Tebboune a à plusieurs reprises tendu la main au président Macron pour établir de bonnes relations basées sur l'échange bilatéral, sur le respect des relations bilatérales, oui, sur la base de win-win. Et cette attitude du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, essaie de détruire toute tentative de normalisation des relations algéro-françaises et alimente le climat hostile à l'Algérie. Il essaie à chaque fois d'alimenter le climat algério-phobique. Et dans cette attitude, on est tous surpris parce que on voit bien que la France va dans le mur en adoptant cette attitude qui est déraisonnable et qui n'obéit à aucune logique. Les Algériens ont envie de travailler tranquillement, sereinement, et on voit bien que cette droite outrancière nuit gravement à ces relations bilatérales. Merci infiniment Saad Ladani pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes député des Algériens de France. Merci. Vous le disiez donc, Saad Ladani, à l'instant, il est désormais un homme libre. Le militant de la cause palestinienne Georges Ibrahim Abdallah a regagné le Liban ce vendredi. Un accueil triomphal et un bain de foule lui ont été réservés à l'aéroport de Beyrouth par une centaine de personnes venues l'acclamer. Symbole de résistance et de lutte contre l'oppression, Georges Ibrahim Abdallah a passé 41 ans en cellule en France avant qu'une demande de liberté conditionnelle ne soit acceptée par la Cour d'appel de Paris le 17 juillet dernier, à l'issue de 11 demandes successives, toutes rejetées alors qu'il était libérable en droit français depuis 1999. Nous considérons qu'il s'agit d'un grand succès pour le Liban et pour tous les mouvements de libération dans le monde, en temps de trahison et de normalisation avec l'ennemi sioniste. Aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah a écrit une nouvelle épopée grâce à sa résistance légendaire, car il est resté fidèle à ses principes tout au long de ses 41 ans, et c'est ce qui prouve encore une fois qu'un homme qui résiste ne peut pas être vaincu. Je vous en parlais en titre, représentant le président Abdelmadjid Tebboune, la secrétaire d'État chargée des affaires africaines Selma Berta Mansouri a participé ce vendredi par visioconférence aux travaux du 6e sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le sommet présidé par le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été consacré à l'adoption d'un modèle de réforme exprimant une position africaine unifiée qui sera présenté au président de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre des négociations intergouvernementales en cours. Dans son discours au sommet, Mansouri a réitéré au nom du président Tebboune la défense du droit légitime de l'Afrique
une représentation juste et permanente au sein du Conseil de sécurité, conformément à la déclaration de Sirte et au consensus d'Ezoulouini, soulignant la nécessité d'unifier les rangs africains et d'intensifier les efforts pour parvenir à une réforme globale qui rétablisse l'équilibre du système international sur la base de la justice et de l'équité. L'Iran a rejeté vendredi les suggestions de prolonger une résolution de l'ONU qui ratifie l'accord nucléaire de 2015 alors qu'il entamait les premiers pourparlers en face-à-face avec les pays occidentaux depuis la dernière agression américaine et sioniste. L'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies estime que les discussions pourraient ouvrir la voie à une reprise des inspections. Les pays européens ainsi que la Chine et la Russie sont les dernières parties à un accord de 2015 dont les États-Unis se sont retirés en 2018 et qui a levé les sanctions contre l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire. La date limite du 18 octobre approche à grands pas, date à laquelle expirera justement la résolution régissant cet accord. Dans les derniers développements du conflit en Ukraine, un appel d'air sur une éventuelle rencontre entre Poutine et Zelensky, évoquée d'abord par la délégation ukrainienne à la suite du dernier cycle de négociations entre Moscou et Kiev. Jugé peu probable par le Kremlin, son porte-parole a néanmoins déclaré qu'une réunion au plus haut niveau peut et doit mettre un point final au règlement du conflit. Une rencontre entre les dirigeants russes et ukrainiens est en préparation selon Kiev. Le Kremlin n'écarte pas l'éventualité mais l'estime peu probable dans les conditions actuelles. Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui une possible rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Celle-ci a fait l'objet de discussions lors des négociations cette semaine à Istanbul entre Moscou et Kiev. Le porte-parole du Kremlin a estimé qu'il n'était pas garanti qu'une rencontre puisse être organisée d'ici fin août, comme le préconise le dirigeant ukrainien. Dmitri Peskov a déclaré qu'une réunion au plus haut niveau peut et doit mettre un point final au règlement du conflit. Et pour le Kremlin, il est difficile de mener à bien un processus aussi complexe en 30 jours. Traduction, une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens n'est pas à envisager tant que les négociations n'ont pas abouti à un accord prêt à être signé et paraphé par les deux présidents. L'Ukraine a fait d'une telle rencontre un objectif. Elle souhaiterait qu'y participe le président américain Donald Trump pour mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Vladimir Poutine, de son côté, a fait savoir qu'il ne serait pas prêt à une réunion au sommet que dans une phase finale des négociations. Allez, retour en Algérie de la musique classique. Pour clore ce journal, l'Opéra d'Alger accueillait dans la soirée d'hier un concert d'exception dédié au célèbre compositeur russe Piotr Ilyich Tchaïkovski, organisé en collaboration avec la Fondation russe pour la culture et les arts et l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Cette soirée s'inscrit dans la dynamique de la coopération culturelle entre Alger et Moscou. À l'Opéra d'Alger, Barlem Bessayah, les notes de Tchaïkovski résonnent avec intensité. Un concert exceptionnel, fruit d'une collaboration entre la Fondation russe de la culture et les arts et l'Opéra d'Alger qui a réuni sur scène des artistes venus de Russie. Une première rencontre forte en émotion avec le public algérien. Ce concert incarne le lien entre la Russie et l'Algérie et c'est la culture qui crée ce pont entre nos deux peuples qui nous rassemble. Je suis vraiment très contente que j'avais cette opportunité de venir ici avec cette équipe magnifique, avec des chanteurs très très professionnels. Le public algérien est vraiment super, hyper chaleureux. Ils nous ont accueillis comme les chers amis. C'était vraiment impressionnant. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération culturelle entre l'Algérie et la Russie. Une volonté partagée de créer des ponts par l'art et la musique.
C'est notre première visite en Algérie. Nous sommes tombés sous le charme. C'est un très beau pays. Pour ce concert, nous avons réuni des musiciens de renommée. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette musique que nous avons eu à jouer. Je suis convaincu que la musique classique a ce pouvoir unique d'harmoniser les relations humaines et même les relations entre les pays. J'ai été touché de voir que le public algérien a répondu présent. Une soirée haute en couleurs, saluée avec émotion par le public algérien, séduit par la force de la musique classique. Ça fait plaisir de vivre ça, de pouvoir être transporté dans un univers lyrique exceptionnel. La séance de la clôture, là, elle a été vraiment magnifique. Magnifique, c'est excellent. J'estime que chez nous, c'est un événement qu'il faut répéter, pour les jeunes ne serait-ce que pour les jeunes, et que l'on puisse vraiment apprécier l'art. Quelle belle soirée, sublime, avec cette personnalité mythique et emblématique qui est le grand compositeur Piotr Ilyich Tchaïkovski. Nous sommes vraiment très très contents puisque le public a répondu favorablement. Tchaïkovski, plus qu'un concert, une passerelle d'harmonie entre l'Algérie et la Russie. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24.